tous et à toutes sur cette nouvelle conférence dans le cycle des conférences sur l'amour et le couple et la relation amoureuse. Et donc ce soir, je vais aborder un thème que j'ai eu déjà abordé à une table ronde avec une sociologue, Marie Bergstrom et Richard Mento, à Paris, il y a un an, je crois, environ 2 ans, depuis, sur l'amour à l'ère du numérique, l'amour à l'ère des nouvelles technologies. Et c'est intéressant de toute façon que je reprenne ce sujet en main parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous habite, enfin qui nous concerne tous, plus ou moins. Hein. En tout cas, on ne peut pas échapper aujourd'hui à la communication via le portable, et en tout cas le portable, ça c'est sûr, et Internet. De toute façon, on est plus ou moins concerné par ces nouvelles manières de communiquer. Et l'amour, quid de la relation amoureuse là-dedans, et c'est le thème de ce soir. Donc les moyens de communication, on va parler de la communication amoureuse, hein, vous avez vu que les modes de communication ont énormément changé en quelques années. Avant, c'était les pigeons voyageurs pour relationner autour de l'amour. Ensuite, on parlait de troubadours, de courriers, on s'envoyait des lettres romantiques, puis il y avait du temps avant de récupérer sa lettre et de créer un retour. Ensuite, dans la communication amoureuse, on a trouvé plus récemment le Minitel. C'était les premières formules des nouvelles technologies, vous vous rappelez? Déjà, c'est vieux, c'est quelque chose à l'époque. Et puis ensuite, on est passé directement à Internet, et puis on est passé au portable, puis à l'iPad, et puis aux réseaux sociaux, et aux sites de rencontres, enfin tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Et donc, ça a énormément changé et impacté notre manière de communiquer, de relationner. Ça a changé nos mentalités face à l'amour. Donc il y a des enquêtes qui sont menées là-dessus. Il y a encore il n'y a pas trop de résultats. Il y a des personnes qui cherchent quand même, qui s'intéressent à cette problématique sociétale quand même, parce que là on est vraiment au cœur de la sociologie, parce que ça change les mœurs. Et quel impact, moi je vais regarder avec vous, quel impact ça a sur nos comportements, nos attitudes, nos manières de gérer la relation amoureuse. Voilà. Dans nos vies quotidiennes. Alors, nous et Internet, vous savez aujourd'hui qu'on passe beaucoup de temps sur Internet. Je vous ai préparé un PowerPoint pour relater un peu les chiffres. 85% des gens accèdent à Internet tous les jours. On passe en moyenne plus de 18 heures par semaine sur Internet, soit plus de 72 heures par mois, 3 jours complets, c'est énorme. En moyenne, enfin tout ça pour dire qu'on est beaucoup sur Internet. Chacun d'entre nous passe 58 minutes par jour sur l'Internet mobile, sur le téléphone. On passe 76 minutes par jour sur un ou plusieurs réseaux sociaux, en moyenne. On passe en moyenne 20 minutes à regarder des vidéos sur Internet. Une personne sur deux passe plus de 70 minutes sur Internet avant de dormir. Ça, c'est pas bon, les écrans avant de dormir, on le sait maintenant, ça excite. Et Internet est un lieu de rencontre majeur car les célibataires sont très nombreux. Et on parlera après des sites de rencontres, etc. Donc tout ça pour dire qu'on passe énormément de temps sur aujourd'hui Internet, notre téléphone. On peut même dire qu'aujourd'hui, j'ai lu dans un article très récemment qu'il y a des personnes qui sont distraites par leur qui regardent leur téléphone, qui consultent leur téléphone pendant qu'elles marchent, et elles ont des accidents. Il y en a de plus en plus dans les grandes villes, accidents de voiture, de moto, ça ne regarde pas, piétons. Voilà. Donc on devient complètement accro à nos outils de communication. Et ça crée à la fois, il y a des avantages, mais il y a quand même une forme d'addiction et de difficulté à pouvoir s'en passer. Et ceux qui conçoivent ces outils, c'est très marketing, ils savent très bien comment s'y prendre pour qu'on soit addict. Pour la relation, moi je m'intéresse à la relation amoureuse, donc Internet est la source de conflits récurrents chez 10% des couples. C'est plutôt, c'est pas forcément un outil qui met en valeur la relation amoureuse, qui permet de s'aimer davantage, mais il y a quand même 10% des gens. Alors,
21% estiment que les nouvelles technologies rapprochent le couple. Et, on va voir pourquoi, alors que 79% pensent que c'est inverse. Alors, ça les rapproche, à votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que certains disent, ah bah oui, le fait d'avoir les téléphones, ça nous rapproche? La rencontre. Bah, effectivement, il y a l'histoire de la rencontre, les sites de rencontre, les réseaux sociaux, on rencontre nos anciens, nos ex, etc. On retrouve des gens plus facilement. Sur la communication dans le couple, intercouple. En couple. Intercouple. À l'intérieur du couple, oui. Pendant que vous êtes en relation, c'est vrai qu'il y a une facilité de communiquer qu'il n'y avait pas auparavant. Alors, un des avantages, effectivement, c'est qu'on est vite en lien. Donc, on est sur une ère de l'immédiateté. Et donc, cette société de l'immédiateté va générer à la fois une grande satisfaction d'être tout de suite en lien. On a notre doudou qui est tout de suite là au rendez-vous. S'il répond, mais s'il ne répond pas de suite, il y a une frustration et un manque et une attente. Et vous avez remarqué que sur les SMS, et en plus on sait aujourd'hui sur certains, par exemple sur WhatsApp, sur d'autres, on sait que c'est lu. Il a lu à telle heure. Donc on est informé qu'il a eu la réponse. Et donc on attend, on est en mode, mince, s'il a lu, pourquoi ne répond-il pas tout de suite? Donc ça peut générer, c'est pour ça qu'on parlait de conflit dans le couple, ça peut générer aussi des désaccords, enfin des inquiétudes, des angoisses par rapport à un lien. Si notre doudou ne répond pas, c'est qu'il a une bonne raison de ne pas nous répondre tout de suite. Et donc il y a une exigence de fait que la personne soit disponible, attentionnée à nous, comme si elle avait que ça à faire du matin au soir, quoi. Voilà, donc ça va faire augmenter, moi de mes observations, que ce soit sur moi ou sur les autres, j'ai vu augmenter le terrain de la dépendance affective avec ça. Puisque avant, rappelez-vous, quand on était à l'ère du pigeon voyageur, ou du courrier, ou du téléphone même sans fil, bon, on savait qu'il allait répondre, mais pas tout de suite. Donc on n'était pas inquiet à l'idée qu'il n'y avait pas de réponse. On se disait que c'était normal, bon voilà, pendant ce temps-là, on faisait nos petites affaires. Maintenant, quand on ne reçoit pas de suite la réponse à notre SMS, ça y est, on commence à s'inquiéter, on se dit c'est pas normal, où il est, qu'est-ce qu'il fait, il doit être en train de s'intéresser à quelqu'un d'autre, je sais pas quoi, il ne s'intéresse pas à moi. Bref, on commence à s'y. Donc ça crée cette envie d'être en contact tout le temps, et donc cette difficulté à la frustration du lien. Alors qu'avant, on était beaucoup plus autonome quelque part. Donc ça, c'est un des inconvénients. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non? Bon. Ce qui peut rapprocher le couple, c'est aussi le partage de choses communes. Le partage de vidéos, c'est ça que tu veux dire? Le partage de vidéos communes, de passions, des passions, des articles. On partage nos articles sur les réseaux, on s'envoie, ses avis politiques ou autres, je sais pas. On s'envoie des choses qui nous intéressent, nos centres d'intérêt, on s'envoie des liens. Partager ensemble sur le même écran. Voilà. Et mais ça, on le faisait déjà avec la télé. Mais on le fait davantage avec nos écrans. On le fait encore plus. On est sur nos films, nos séries, on machin ensemble. Et c'est vrai que surtout la nouvelle génération est tellement habituée, mais pas que la nouvelle génération, que, et on l'a vu, on passe énormément de temps sur nos écrans, voire nos écrans régissent notre vie. Donc ça devient une habitude, à tel point que moi j'ai dans le panel de personnes que je côtoie, il y a des jeunes les 25-35 ans, qui dans leur lit me disaient qu'ils regardaient leurs iPads, ils étaient à côté l'un de l'autre, et pour communiquer, ils communiquent avec leurs iPads ou avec leur téléphone, mais ils sont à côté. Donc le soir, c'est sympa, t'es à côté. Oui, alors par SMS, quoi, des petits smileys, data, est-ce que ceci, est-ce que cela. Parce que comme ils sont déjà sur leur téléphone à réseauter, à faire leur truc de leur côté, quoi, donc du coup, ils s'envoient des informations juste tout proches. Donc ça se fait de plus en plus, on n'imagine pas comme ça. Il y a une telle habitude d'être branché, câblé, sur ces portables ou sur ces tablettes, que finalement ça devient, ça nous incarne, quoi, ça nous habite totalement, et on ne sait plus faire sans, en fait. Donc la communication change quand même énormément, et ça ça crée des habitudes qui peuvent avoir du bon aussi. Alors on va voir le bon quand même.
partagent leur mot de passe. Ah oui, bon, alors les gens partagent, alors ça c'est pas si c'est forcément bon, mais les gens partagent leur mot de passe, 67% dans les couples, leur boîte mail et de façon plus surpartante leurs comptes sociaux. J'étais surprise moi quand j'ai vu cette enquête. Et à la fois, que 11%, à la fois il y a l'inverse, il y en a qui sécurisent leur boîte mail et qui veulent surtout pas que leurs partenaires contrôlent et fliquent leur mail parce que peut-être ont-ils quelque chose à cacher ou pas, mais même s'ils n'ont personne à cacher, il y a une envie de garder secret sa vie personnelle, quoi, même en couple. Et aujourd'hui, vous savez combien ça influence sur l'infidélité. C'est extrêmement difficile de cacher et de tromper en sous-marin parce que Internet, les portables, les boîtes mail, c'est extrêmement difficile de ne pas trouver des indices de tromperie sur ces nouvelles technologies. La communication est devenue en partie non verbale et ce à coup de smiley et de phrases sommaires, voire en langage texto, d'où insatisfaction et incompréhension. Alors ça c'est le côté un peu critique, je dirais, de cette communication texto, parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude, moi j'ai vraiment l'habitude d'utiliser dans la relation amoureuse, ça fait 9 ans que je communique avec un partenaire qui a été souvent à distance. On communiquait énormément par Messenger et c'est un côté sympathique parce que voilà, on est quand même souvent en lien grâce à ça. Et en même temps, les avatars, les signs, les émoticônes, les emojis, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, alors on envoie ting et un petit sourire. Mais en fait, on est un peu paresseux parce que c'est une communication où on ne prend pas le temps de personnaliser vraiment. C'est genre, hop, on balance, on n'a pas trop le temps, hop, on balance un truc et débrouille-toi avec ça. Alors, c'est à la fois charmant, mais à la fois, on n'écrit pas une lettre, quoi. On ne personnalise plus tellement nos écrits, on prend moins soin de la relation, quelque part, avec cette forme de communication. Voilà, et en même temps, on est en lien, en mode fréquence ultra succincte, ultra immédiate et dans une fréquence. Les gens s'attendent, les gens en relation amoureuse, les personnes en relation amoureuse s'attendent à ce que la fréquence soit hyper raccourcie en fait. Comme si il y a des personnes qui s'envoient plus de 300 SMS par jour. Mais c'est pas si anodin que ça. Enfin, c'est assez usuel maintenant. Les gens s'envoient des SMS et je te renvoie, je te renvoie, je te renvoie. Donc il y en a qui passent des journées sur leur téléphone à s'envoyer entre deux. Ou à quêter, alors est-ce qu'il m'a répondu, est-ce qu'il m'écrit, j'envoie un mot, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant on le faisait quand même beaucoup moins. On était moins sujet à ça, on était moins sollicité et on avait moins envie de correspondre comme ça à cette fréquence-là avec l'autre et on s'en satisfaisait, c'est-à-dire que ce n'était pas un souci. C'est comme si l'outil a créé la demande. Remarquez ? C'est pas qu'avant on était plus malheureux, c'est que comme ça n'existait pas, on ne se posait pas la question qu'il fallait être en lien toutes les 5 minutes. À tel point que, pas ici mais ailleurs, il y a quand même des jeunes qui ont des crises d'angoisse à l'idée de leur supprimer le téléphone portable. Mais des vraies crises d'angoisse, des crises de panique, quoi. Parce que ce portable nous permet vraiment d'être, c'est un doudou, d'être en lien avec les autres. Et comme on est en lien avec plein de monde, et surtout nos proches, les personnes qui comptent pour nous, qui nous rassurent, qui nous sont des objets de sécurité, on a l'impression qu'on confie notre sécurité à ces personnes proches et qu'on est tout le temps en lien avec eux. Si on nous supprime ces objets de sécurité, alors à ce moment-là, on est paniqué, quoi. Donc c'est l'affaire du doudou, en fait. Le doudou, avant, on le gérait mieux que ça, quelque part. Il était moins présent sur nos lignes et du coup, on s'y attendait et du coup, on apprenait à gérer sans le doudou. Alors maintenant, on revient dans une ère où il nous faut le doudou tout le temps, tout de suite, et qui ne nous lâche pas, et qui nous rassure. Et donc, du coup, on est, pour moi, dans une ère très adolescente, voire même un peu avant l'adolescence. Tu sais, c'est les enfants petits qui ont besoin du doudou de la maman et qui utilisent un doudou. Mais dans cette mentalité d'immédiateté, on gère beaucoup moins la frustration. On a besoin de notre doudou tout le temps. Et on a besoin d'être rassuré tout le temps par moi j'appelle ça des objets d'amour, mais des personnes qui nous sont proches et qui sont là, soi-disant, pour s'intéresser à nous, pour nous montrer qu'on est important, qu'on a de la valeur et qui nous rassurent.
Et ça, c'est pas OK parce que ça va agrandir ces états de panique et de stress si d'un coup, pour un oui et un non, la personne n'est plus au rendez-vous, ou pour les ruptures amoureuses, on va voir dans les ruptures amoureuses, alors d'un coup qu'il y avait beaucoup de liens comme ça, de manière fréquente, si la personne disparaît de votre vie comme ça de manière brutale, oh bah, vous êtes dans un vide, un no man's land. Avec quoi vous allez remplir ce vide? Ah hop, vite un nouveau partenaire, et hop, ou vite les réseaux sociaux avec qui, hop. Donc ça incite toujours et encore plus à rentrer en lien, dans des liens rapides et dans des liens sur lesquels on va se nourrir, on va se remplir en fait. Donc faire attention à ça parce qu'on ne s'en rend même pas compte. L'outil a créé cette forme de communication et cette forme pathogène en fait de relation. On redevient comme des enfants ou des ados en fait. Alors que normalement les adultes visent l'autonomie, mais pas de retour régressif à l'enfance. Voilà. Bon, et en même temps, c'est vrai que moi, pour le vivre, c'est vrai que quand je reçois un petit texto, ah oui, il pense à moi, mon partenaire amoureux, bah oui, ça fait chaud au cœur. Et les fusionnels, ils adorent, ils sont contents comme tout. Alors le problème, c'est que les fusionnels, quand ils défusionnent après, comme je l'ai dit, ou dans les séparations, il ne faut pas que ça bug, quoi. Le fusionnel, il faut qu'il reste dans la fusion. Le problème, c'est que ça ne peut pas rester tout le temps comme ça. Donc dès que ça commence il y a un grain de poussière dans l'espace fusionnel entre deux personnes, alors là, ça va. Il n'est pas de panique à bâbord. Je vous dis, ça favorise le terrain de la dépendance affective, ces outils-là. Est-ce qu'Internet, je me suis posé la question, est-il un catalyseur à infidélité? Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, qui disent que ça augmente la possibilité des infidélités virtuelles et physiques, mais aussi souvent virtuelles. Vous avez remarqué qu'il y a une espèce de courant comme ça, où on entend les personnes qui nous disent bah oui, mais il est mon partenaire, il est toujours en train de potentiellement séduire, il est peut-être sur Facebook, il est peut-être sur un Twitter, il est sur Instagram, je sais pas quoi. Donc ça se trouve, il est en train de, s'il a liké le profil de quelqu'un, ou s'il s'intéresse à telle personne, c'est que il est en mode séduction et donc il se désintéresse de moi. Il est en train d'être infidèle. Où démarre l'infidélité d'ailleurs, ça c'est une question qu'on m'a posée par une journaliste la semaine dernière, c'était à quel moment ça démarre. Parfois ça démarre à cet endroit-là, à l'endroit de je suis en train de fliquer mon partenaire qui commence à répondre à ses copines ou à ses copains, voilà. Et donc je commence à être jaloux, rien que parce que je l'observe être en contact avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux en fait. Et donc ça crée ça augmente le taux de jalousie en fait. Il y a plus d'indices qu'avant. Vous avez remarqué qu'avant, sans les réseaux sociaux, vous aviez moins de visibilité, c'était moins sous vos yeux là. Donc il fallait chercher les indices dans les manteaux, fallait chercher comme dans les films, fallait chercher les indices dans les comptes en banque, etc. Alors maintenant, c'est non seulement les manteaux et les comptes en banque, mais vous avez surtout tout sur Internet. Oh, il a suivi, il a suivi un tel sur Facebook. Ah, ça veut dire que forcément. Donc c'est hyper interprétatif, c'est sujet à interprétation, c'est sujet à délire de jalousie, et ça organise beaucoup de souffrance. Parce que l'amour possessif n'a pas changé. Même s'il y a une théorie séduisante qui dit ou qui proclame que être jaloux c'est pas terrible et ça serait bien d'être non possessif, encore aujourd'hui, les partenaires qui se mettent en couple sont majoritairement dans l'exclusivité et la possessivité et donc souffrent de jalousie à cause de ça. Donc ça va organiser des conflits ou des inquiétudes souvent chez les partenaires et notamment chez les partenaires qui ont la sensibilité à la trahison. Ceux qui ont la blessure à la trahison, ils sont méfiants, ils arrivent dans la relation méfiants, et ils vont être là en mode je le suspecte d'avoir du désir ou d'être potentiellement infidèle ou d'être en train de s'intéresser à quelqu'un d'autre, soit parce on s'est rencontrés sur un site et donc il n'a pas quitté le site, et ça aussi c'est des dynamiques, des processus qu'on voit très souvent, c'est que les personnes qui se mettent sur site et qui s'engagent en couple et qui se rencontrent sur site, ont du mal à se désengager du site. C'est-à-dire que soit ils disent à la personne, ça y est, j'y suis plus, mais en fait, souvent ils y retournent. Et des fois, ils disent même pas qu'ils y sont plus, mais ils ont du mal
à se désengager du site, et on verra pourquoi d'ailleurs. Et donc du coup, le partenaire qui dit ça y est, on est engagé, on est en couple. Vous savez que des fois, d'ailleurs, certains réseaux sociaux comme Facebook ou d'autres disent en couple, on est en couple, ça y est, on est visible, la notoriété, on est en couple, on est affiché en couple. Donc ça devrait calmer la jalousie, ça y est, on est officiellement en couple. Et non, il y a toujours la méfiance, et notamment pour les personnes sensibles de trahison. On s'est rencontrés sur site, mais peut-être qu'il y a encore et qu'il ne peut pas s'en empêcher d'y retourner pour séduire et pour trouver quelqu'un d'autre qui serait mieux que moi. Donc, il va y avoir non seulement ce terrain de la jalousie, mais ce terrain aussi de la comparaison et de l'évaluation de la valeur. C'est-à-dire, je vais être beaucoup concernée, enfin, si je suis sensible via ces outils à suspecter mon partenaire de ne pas être stable, j'ai pas assez de confiance en lui, alors à ce moment-là, je vais aussi avoir l'occasion sur les réseaux sociaux de me comparer aux autres par elles sont plus belles que moi, tiens, qu'est-ce qu'elles postent elles postent mes rivales, elles postent des choses beaucoup plus intéressantes, elles ont l'air beaucoup mieux. Donc, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de se comparer, et ça va... Déjà, c'était vrai avant les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux augmentent cette difficulté, enfin cette problématique liée à la valeur, à la jalousie, à la comparaison, puisqu'on est dans une ère, une post-modernité où on doit apparaître toujours heureux. Il y a une pression d'apparaître sur les réseaux, vous voyez, toujours smile, on sourit, on montre de nous nos exploits. Ça y est, on n'a fait que des voyages magnifiques, on fait toujours des... Moi je le fais, je suis la première à le faire, ça me fait marrer d'ailleurs, je participe à ce grand délire. Mais je trouve ça sympa. On ne montre pas sur nos réseaux sociaux, on ne va pas poster des moments où on est dans notre lit, hyper triste, seul, en train de cauchemarder, non, malade, voilà. Certains le font, mais c'est rare. En général, on poste que quand on va bien, voilà, je suis partie en voyage, j'ai fait un tel exploit, c'est formidable. Et donc, il y a une pression à être heureux, en fait. Et quand on va se comparer, si on se compare aux soi-disant rivales ou rivaux, si on est jaloux, à ce moment-là, on va toujours avoir l'impression que les autres sont beaucoup mieux que nous, s'éclatent beaucoup mieux que nous, ont tout réussi. Alors nous, on est complètement en dessous de tout. Et comme tout le monde fait pareil et tout le monde se dit la même chose, mais ça, c'est derrière les coulisses. Les gens ne savent pas qu'en fait, il y a l'estime de soi qui est extrêmement attaquée via ces dynamiques de réseaux sociaux, en fait. L'estime de soi, parce qu'on s'imagine que les autres s'éclatent, qu'ils vont toujours bien, ils réussissent tout. Mais en fait, pas du tout. Ils ne montrent juste pas quand ils vont mal, c'est tout. Donc c'est le jeu des apparences. On est vraiment dans une société de l'image et des apparences. Et si on est dupe, on peut vraiment croire que... bah oui, l'autre réussit tout, oh là là, c'est magnifique, alors que moi, je suis 3 fois rien, je réussis moins qu'elle. Non, ceci n'est absolument pas vrai, ce n'est que le jeu de l'image et des apparences qui ont vraiment augmenté, enfin ce jeu des apparences est révélé à travers ces réseaux sociaux et même les sites de rencontres où on est beaucoup sur les critères physiques, c'est l'image, c'est la société de l'image. Donc c'est la photo, vous avez intérêt à sélectionner dans les stratégies de séduction, ça influence énormément. On vous dit de sélectionner une photo, de pas n'importe quelle photo, il faut que vous ayez une photo, parce que sinon vous n'allez pas passer, vous ne risquez pas d'être matché. Donc on est dans une société de l'image, mais c'est incroyable, quoi. Donc ça dévarie énormément beaucoup de personnes, et l'estime de soi est complètement attaquée. Et donc il y a beaucoup de personnes que je vois moi dans ma patientèle, et femmes plus que des hommes quand même, puisque les femmes sont sur, encore aujourd'hui, ont comme valeur hiérarchique, la place hiérarchique de la femme se situe autour de la désirabilité. Donc ma valeur dépend de ma désirabilité, et la désirabilité dépend de mon image, la beauté. Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai un look assez jeune, performante? Est-ce que j'ai machin? Alors que pour les hommes, dans la société de l'image aussi, ils sont aussi tenus par la société de l'image, mais l'image est valorisée pour eux pas que sur la désirabilité, sur le charisme, sur les signes extérieurs de richesse, sur la place hiérarchique qu'ils ont au niveau du statut social et du pouvoir, une certaine forme de pouvoir, d'assurance, d'affirmation, comment je prends ma place et que je suis concurrentiel et compétitif par rapport aux autres et performant. Alors que vous avez une différence de genre ici, féminin, masculin. Ma valeur pour les femmes dépend beaucoup de la désirabilité et du look, alors que c'est quand même moins cette tendance pour les hommes, même si c'est aussi comme ça, mais moins quand même. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Du coup, moi j'ai beaucoup de femmes dans ma clientèle qui sont vraiment mal en point à cause de ça.
et qui sont vraiment dans un endommagement de l'estime de soi aggravé par cette dynamique des réseaux sociaux. 41%, ah oui, alors par volonté de continuer à plaire ou par souhait d'échapper à une certaine routine, les membres de couple peuvent continuer à jauger leur sex appeal via ces relations 2.0 entretenues par des messages WhatsApp, voilà. C'est vrai que c'est aussi un endroit pour plaire, les réseaux sociaux, hein, que ce soit les sites, etc., mais surtout les réseaux sociaux. C'est un endroit pour savoir si on séduit toujours ou pas. Et donc, de nouveau, on est aussi dans cette séduction d'image, et donc dans cette société de vouloir se rassurer sur notre image. Miroir, je suis toujours aussi séduisante, ou pas. Et donc, on va activer ces réseaux sociaux pour vérifier si on a encore du sex appeal. Et parfois, c'est un moyen pour obtenir ces signes de reconnaissance, ces gratifications. Et vous savez que ça fait un shoot de dopamine, enfin, ça fait un... Quand il y a quelqu'un qui vous like, voilà, vous avez un shoot de dopamine, en fait. Et donc, ça crée un manque. Ensuite, quand vous ne l'avez plus, vous êtes en manque et vous avez envie d'en avoir un autre. Donc, vive. C'est pour ça que les gens ils continuent de poster toujours et encore plus des posts qui sont soit intéressants, enfin qui pourraient intéresser les autres, pour recevoir des likes ou des commentaires, pour obtenir des signes de reconnaissance gratifiants, pour avoir un shoot de dopamine. C'est comme des compliments en fait. Hein. Et donc ça organise une forme de souffrance, parce que c'est pas qu'avant on n'avait pas besoin de signes de reconnaissance et de gratification, c'est que là, ces shoots de dopamine, on en a encore plus besoin qu'avant, parce que ça nous stimule tout le temps en fait. C'est ting, hop, un like, ting. On est tout le temps stimulé, on est hyper stimulé en fait. Alors, on était où? C'était là. Les signes de reconnaissance, que ce soit les caresses verbales, physiques et les compliments, on en a toujours eu besoin dans notre vie. Hein. Ça fait partie, c'est rien de nouveau. Mais ces outils surstimulent en fait ça. Fabriquent, produisent ce besoin d'être gratifié sans arrêt. T'imagines le truc? Donc, comme on ne peut pas toujours recevoir ce dont on a besoin, parce que des fois, il faudrait qu'on produise tout le temps, il y en a qui sont accros du coup à ces réseaux sociaux, ils n'arrêtent pas de poster comme ça en boucle pour pouvoir recevoir des likes comme quoi ils sont toujours séduisants sur le hop, etc. Mais ça va donner un énorme écart avec la réalité. La réalité, on n'est pas toujours au top de notre forme. Il y a des moments où on est complètement écroulé. Et donc, c'est là où on va souffrir et on va se dire, merde, je ne reçois plus ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que je ne suis pas assez en forme, les autres sont en forme, je devrais être en forme, voilà. Et donc, ça crée cette souffrance, cet écroulement de l'estime de soi. Et c'est vraiment terrible. 41% des répondants sont jaloux à l'idée que leur conjoint puisse entretenir des conversations avec des personnes du sexe opposé sur le réseau social. 40% avouent surveiller le compte de leur moitié. Vous n'êtes pas surpris, moi non plus. C'est fou, hein. Ben oui. Donc le flicage, voilà. L'hyper-contrôle, le flicage. Et j'ai même été interviewée hier sur l'espionnage, hein, le stalking. C'est un nouveau. Alors, il y a des mots qui sont inventés aussi. Par les Américains. Alors, le stalking, c'est l'incapacité on ne peut pas s'empêcher de ne pas espionner son partenaire sur Internet. Donc c'est nouveau, voilà. C'est une nouvelle pathologie. 40% espionnent, il y a 60% d'inconscients. 40% à vous surveiller, oui, ils peuvent pas s'empêcher d'espionner. C'est compulsif en fait. Il y a 62% d'inconscients. Voilà, il y en a qui ne sont pas conscients, mais bon, ceux-là, ils sont tranquilles, ou ils ont autre chose à faire, ils ne sont pas intéressés par le sujet. Et ceux qui sont sensibles, ceux qui ont un problème de valeur, qui ont un problème d'estime de soi,
qui n'ont pas confiance en eux et qui n'ont pas confiance en leur partenaire, ou qui sont sensibles à la trahison, vont être ceux qui espionnent, compulsivement espionnent, et qui mettent la relation amoureuse au centre. Le couple est au centre, le couple est synonyme de sécurité et donc de stabilité. Donc ces personnes-là, et c'est souvent les femmes, hein, qui misent beaucoup sur le couple, un peu plus que les hommes. Alors je ne veux pas dire des bêtises parce qu'après je vais me faire allumer, mais quand même, en général, c'est quand même les femmes qui ont plus besoin ou envie d'engagement de la part de l'homme, enfin, qui attendent de l'engagement que les hommes. Est-ce que vous pensez qu'avec cette recherche justement d'infidélité en regardant les conversations de l'autre, est-ce qu'on peut trouver quelque chose même si c'est pas vrai? Quelqu'un qui se convainc que son partenaire le trompe. Ah oui, complètement. Oui, c'est ça le stalking, c'est je ne peux pas m'empêcher d'espionner et je suis dans l'interprétation, il y a un côté un peu souvent délirant interprétatif. C'est-à-dire que, vous savez, quand on focalise notre attention sur, par exemple sur la vigilance, on est méfiant, on se dit, je suis persuadé que je suspecte, je suis persuadé qu'à un moment donné, il va me tromper, on va trouver. La moindre chose, c'est un filtre, on a des lunettes qui filtrent, et donc on est en mode, je vais avoir des indices. Et donc si on cherche, on trouve des indices. Parce que la moindre...